Aucun site internet ne vaut un rêve. Amina, élève de biologie humaine en 2e année à Stanford, avait l'ambition de faire médecine. Elle était aussi, de son propre aveu, une accro de Facebook. Elle avait beaucoup de mal à ne pas aller sur le site internet pendant les cours, ce qui veut dire qu'elle ratait d'importantes notions. Elle passait aussi des heures sur Facebook au lieu d'étudier. Parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus à faire sur Facebook. Lire les derniers posts de ses amis, regarder les albums photos mis en ligne, suivre des liens, etc. La tentation était infinie. Le site n'allait jamais s'arrêter pour elle, alors il fallait qu'elle trouve un moyen de s'arrêter elle-même. Pour s'aider à résister à la gratification immédiate qu'offrait Facebook, Amina s'est représenté le site comme une menace pour son plus grand objectif, devenir médecin. Quand elle était tentée de passer du temps sur Facebook, elle se demandait « Est-ce que ça vaut le fait de ne pas devenir médecin ?» En considérant les choses sous cet angle, Amina ne pouvait plus nier le temps qu'elle gaspillait. Elle a même photoshopé sa tête sur le corps d'un chirurgien et mis cette photo en fond d'écran sur son ordinateur portable. Elle allait la regarder chaque fois qu'elle avait besoin de se rappeler tout ce que la récompense future représentait pour elle ou pour se donner l'impression que la récompense future était réelle. Pas d'autre issue. La valeur du pré-engagement. En 1519, Hernán Cortés de Monroy Pizarro, conquistador espagnol à la recherche d'or et d'argent, mena une expédition de Cuba jusque dans la péninsule de Yucatan, dans le sud-est du Mexique. Il emmena 500 soldats et 300 civils sur 11 navires. Le but de Cortés était d'aller vers l'intérieur des terres, de conquérir des natifs, de revendiquer la terre et de voler l'or et l'argent qu'il pourrait y trouver. Mais les natifs n'allaient pas se laisser faire aussi facilement. Le centre du Mexique était habité par les Aztèques dont le puissant souverain était Moctezuma et qui étaient connus pour leurs sacrifices humains sanguinaires. L'équipage de Cortés n'était équipé que de quelques chevaux et de quelques pièces d'artillerie. Ce n'était pas une puissante armée et quand les hommes débarquèrent sur la côte du Mexique, ils hésitèrent à marcher vers l'intérieur des terres. Ils étaient réticents à abandonner la sécurité de la côte d'où ils pouvaient s'échapper en bateau. Cortés savait que quand ils feraient face à leur première bataille, ces hommes seraient tentés de battre en retraite s'ils savaient qu'ils avaient l'option de fuir par la mer. Alors, selon la légende, il demanda à ses officiers de mettre le feu au navire. Ceux-ci, des caravelles et des galions espagnols, étaient intégralement en bois et rendus étanches par la poix extrêmement inflammable. Cortés alluma la première torche et ses hommes firent le reste. Les bateaux brûlèrent jusqu'à la ligne de flottaison et coulèrent. C'est l'un des exemples les plus notoires de l'histoire d'un engagement personnel dans le but de voir se dérouler un certain futur. En coulant ces bateaux, Cortés a fait preuve d'une importante connaissance de la nature humaine. Si nous pouvons nous sentir courageux et infatigables au moment où nous embarquons pour une aventure, notre moi futur peut être mis en échec par la peur et l'épuisement. Cortés a brûlé ses navires pour être sûr que ces hommes n'agiraient pas en fonction de leur peur. Les hommes de l'équipage, et leur moi futur, se sont retrouvés sans autre choix que celui d'aller de l'avant. C'est l'une des histoires préférées des économistes comportementalistes qui croient que la meilleure stratégie de self-control consiste essentiellement à brûler ses vaisseaux. Un des premiers adeptes de cette stratégie, Thomas Schelling, était l'économiste comportementaliste qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2005 pour sa théorie sur la façon dont les pouvoirs nucléaires pouvaient gérer les conflits dans le cadre de la guerre froide. Schelling pensait que pour atteindre nos objectifs, nous devons limiter nos options. Il a appelé cela le pré-engagement. Schelling a emprunté cette idée de pré-engagement à ses recherches sur la discussion nucléaire. Une nation qui s'engage à l'avance, par exemple en adoptant une politique de représailles immédiate et plus importante, rend ses menaces plus crédibles qu'une nation qui exprime sa réticence à riposter. Schelling voyait le moi rationnel et le moi tenté comme engagés dans une guerre, chacun avec des objectifs très différents. Le moi rationnel établit une ligne de conduite, mais souvent le moi tenté décide de changer de direction à la dernière minute. Si le moi tenté, avec ses préférences contraires, a le droit de faire ce qu'il veut, le résultat sera automatiquement l'auto-sabotage. De ce point de vue, le moi tenté est un ennemi imprévisible à qui l'on ne peut pas faire confiance. Pour reprendre les termes de l'économiste George Hensley, nous devons, entre guillemets, prendre des mesures pour prévoir et contraindre ce moi comme s'il était une autre personne. Cela requiert astuce, courage et créativité. Nous devons étudier notre moi tenté, voir ses faiblesses et trouver un moyen de les lier à nos préférences rationnelles. Le célèbre auteur Jonathan Franzen a publiquement partagé sa propre façon de brûler ses vaisseaux pour s'obliger à écrire. Comme de nombreux écrivains et employés de bureau, il est facilement distrait par les jeux d'ordinateur ou Internet.
À un reporter du Time Magazine, il a expliqué comment il avait démantelé son ordinateur portable pour empêcher son moi de tenter de repousser ce qu'il avait à faire. Il a effacé de son disque chacun des programmes qui lui faisaient perdre son temps, y compris le solitaire, ennemi juré de tout écrivain. Il a retiré la carte sans fil de l'ordinateur et détruit son port Ethernet. Pour faire cela, expliqua-t-il, il faut seulement que vous colliez un câble Ethernet dans l'ordinateur avec de la superglue et ensuite que vous sciez l'autre embout du connecteur. Vous n'avez peut-être pas envie d'aller jusqu'à détruire votre ordinateur pour vous empêcher d'être distrait, mais vous pouvez faire bonne utilisation de la technologie pour maintenir votre moi futur sur les bons rails. Par exemple, un programme appelé Freedom, entre parenthèses macfreedom.com, vous permet de couper l'accès à Internet de votre ordinateur pour une période prédéterminée et le programme Antisocial, entre parenthèses antisocial.cc, vous empêchera d'accéder uniquement aux réseaux sociaux et à vos emails. Personnellement, je préfère Procrastinate, entre parenthèses procrastinate.com, qui facture chaque heure passée sur des sites internet où vous perdez votre temps et redistribue cet argent à des organisations caritatives. Et si votre tentation prend une forme plus tangible, disons du chocolat ou des cigarettes, vous pouvez essayer un produit comme Capture Discipline, un coffre en acier dont la combinaison peut être bloquée pour une période allant de 2 minutes à 99 heures. Si vous voulez acheter une boîte de petits gâteaux mais ne pas la finir d'une traite, enfermez-les. Si vous voulez décider un moratoire sur vos dépenses, mettez aussi vos cartes bancaires dans le coffre, là où votre futur moi tenté ne pourra y accéder sans un bâton de dynamite. Si vous devez vous engager par des actions, essayez de mettre votre argent là où sont vos objectifs. Par exemple, si vous voulez vous forcer à faire de l'exercice, vous pourriez vous pré-engager en achetant un abonnement onéreux dans une salle de sport. Comme le fait remarquer Schelling, cette stratégie ressemble à celle d'un pays qui investit pour étendre son arsenal nucléaire militaire. Dans le futur, votre moi tenté saura que vous êtes sérieux, et il réfléchira à 2 fois avant de menacer les objectifs de votre moi rationnel. Exercice de volonté. Pré-engagez votre futur moi. Prêt à mettre la pression sur votre futur moi tenté ? Cette semaine, engagez-vous à distance. Choisissez l'une des stratégies suivantes et appliquez-la à votre défi de volonté. Créez une nouvelle position par défaut. Faites des choix à l'avance et à distance de toute distraction, avant que votre moi futur ne soit aveuglé par la tentation. Par exemple, préparez-vous un repas sain avant d'avoir faim et de saliver devant des menus à emporter. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez prévoir et préparer, que ce soit des séances de coaching personnel ou des visites chez le dentiste, pour n'en citer que 2. Pour ce qui est de votre défi de volonté, que pouvez-vous faire pour que votre moi futur réussisse plus facilement à agir en fonction de vos préférences rationnelles ? Deuxièmement, faites en sorte qu'il vous soit plus difficile d'inverser vos préférences. Tel Cortés qui a brûlé ses vaisseaux, trouvez une façon d'éliminer l'accès le plus facile à la tentation. Débarrassez-vous de la source de tentation à la maison ou au bureau. N'ayez pas vos cartes bancaires sur vous quand vous faites du shopping et n'emportez que la somme que vous êtes prêt à débourser. Mettez votre réveil à l'autre bout de la chambre pour être obligé de sortir du lit pour l'éteindre. Rien de tout cela ne vous empêchera de changer d'avis, mais cela rendra la chose bien moins aisée. Quel type de délai ou de barrage pouvez-vous mettre en place entre votre envie de céder à la tentation et votre capacité à le faire ? Troisièmement, motivez votre moi futur. Il n'y a aucune honte à mettre une carotte ou un bâton pour vous faire avancer sur le chemin de la santé et du bonheur à long terme. C'est ce qu'affirme l'économiste Yael Yanyers, qui a créé le site internet innovant stick.com pour aider les gens à pré-engager leur moi futur vers un changement. Son site met l'accent sur le bâton, c'est-à-dire trouver un moyen de rendre la gratification immédiate plus douloureuse si vous y cédez. En prenant le pari que vous allez ou non prendre du poids, entre parenthèses ce qu'a fait Earth avec un grand succès, ou en donnant de l'argent à une œuvre caritative si vous n'atteignez pas le but que vous vous êtes fixé. Vous pouvez ajouter une taxe à votre récompense immédiate. Earth recommande même le contraire d'une association caritative, une organisation que vous ne voulez absolument pas soutenir, de façon que le coût de l'échec soit plus douloureux. La valeur de la récompense est peut-être la même, mais ce que cela vous coûte de céder rend la gratification immédiate bien moins tentante. Gérer son argent quand on est sujet à la tentation. L'un des plus gros défis auxquels doivent faire face les anciens toxicomanes est la façon dont ils dépensent leur argent. Beaucoup n'ont pas de compte en banque et doivent donc se faire payer en liquide leur salaire et leurs allocations des services sociaux. Cette liasse de billets leur brûle les poches et ils peuvent facilement flamber 2 semaines de salaire en une seule nuit, se retrouvant dans l'incapacité d'acheter de quoi se nourrir, payer leur loyer ou envoyer leur pension alimentaire. Mark Rosen et Robert Rosenheck, psychiatres à l'école de médecine de l'université de Yale, dans le Connecticut,
ont créé un programme de gestion d'argent pour les ex-toxicomanes. Ce programme, que Cortés et Schelling approuveraient tous les deux, s'appelle ATM, sigle pour Advisor Teller Money Manager Intervention. Il utilise une combinaison de récompenses et de pré-engagement qui rend plus attirant le fait de dépenser avec sagesse et plus difficile les dépenses inconsidérées. Les ex-toxicomanes qui s'inscrivent à ce programme se voient assigner un gestionnaire financier. Ils acceptent de déposer leur argent sur un compte auquel seul leur gestionnaire peut accéder et celui-ci détient le chéquier et la carte de retrait du client. Le gestionnaire financier élabore avec son client un ensemble d'objectifs pour l'aider à identifier ce qu'il veut faire de son argent et lui expliquer comment économiser pour l'aider à aller dans le sens des objectifs à long terme. Ensemble, ils mettent sur pied un budget pour le mois dans lequel ils précisent ce qui va être utilisé pour la nourriture, le loyer et d'autres dépenses, et ils rédigent les chèques pour payer les factures qui sont dues. Ils établissent également des plannings de dépenses hebdomadaires cohérents avec les objectifs à long terme du client. Le gestionnaire financier ne donne à chacun de ses clients que l'argent dont celui-ci va avoir besoin pour couvrir les dépenses prévues. Pour faire un achat non planifié, le client doit rencontrer le gestionnaire financier pour remplir une demande officielle. Le gestionnaire peut mettre en attente pendant 48 heures toute demande qui n'est pas cohérente avec le budget et les objectifs annoncés du client, ou s'il juge que celui-ci est sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. De cette façon, le client est contraint par les préférences de son moi rationnel et ne peut agir sur un coup de tête de son moi tenté. Le gestionnaire peut également récompenser des clients en leur accordant l'accès à leur propre argent quand ils prennent des mesures dans le sens de leur réintégration. Par exemple, lorsqu'ils cherchent un emploi, assistent à des réunions sur la réinsertion ou réussissent leur test de drogue. L'intervention s'est révélée positive parce qu'elle a permis non seulement d'aider d'anciens toxicomanes à gérer leur argent, mais aussi à réduire leur consommation de substances. Il est important de comprendre que ce n'est pas seulement le pré-engagement qui aide. Le programme change la façon dont ces anciens drogués voient le temps et les récompenses. La recherche montre que le programme réduit leur taux d'actualisation et accroît la valeur qu'ils accordent aux récompenses futures. Ceux qui montrent la plus grande diminution de leur taux d'actualisation sont les plus enclins à éviter une future rechute dans la drogue. Une des raisons qui explique que l'intervention fonctionne est que les participants sont considérés comme responsables par quelqu'un qui soutient leurs objectifs. Y a-t-il quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos objectifs et que vous pouvez appeler quand vous sentez que vous risquez de craquer ? Faites la connaissance de votre moi futur. J'aimerais vous présenter 2 personnes avec qui je pense que vous allez vraiment vous entendre. La première, c'est vous. Vous est sujet à la procrastination, a du mal à contrôler ses impulsions, n'aime pas vraiment l'exercice physique, s'occuper de la paperasserie ou faire une machine de linge. Le deuxième s'appelle aussi vous. Par souci de simplification, appelons-la vous 2.0. Vous 2.0 n'a pas de problème de procrastination parce que vous 2.0 a une énergie sans borne pour tout, y compris pour les tâches ennuyeuses ou difficiles. Vous 2.0 a aussi un self-control étonnant, et il est capable de regarder un bol de chips, la chaîne de téléachat ou supporter des avances sexuelles inappropriées sans la moindre émotion. Qui sont vous et vous 2.0 ? Vous est la personne en train de lire ce chapitre, peut-être un peu fatigué et de mauvaise humeur à cause du manque de sommeil et des 10 autres choses qu'il vous reste à faire aujourd'hui. Vous 2.0 est votre moi futur. Non, pas la personne que vous allez devenir par magie quand vous aurez lu la dernière page de ce livre. Votre moi futur est la personne que vous imaginez quand vous vous demandez si vous devriez nettoyer le cagibi aujourd'hui ou le laisser pour votre moi futur. Votre moi futur est la personne qui sera beaucoup plus enthousiaste à l'idée de faire de l'exercice physique que vous ne l'êtes maintenant. Votre moi futur est la personne qui commandera ce qu'il y a de plus sain sur le menu du restaurant du fast-food, de sorte que votre moi présent peut se faire plaisir avec un hamburger tellement dangereux pour vos artères que vous devez signer une dispense légale pour le commander. Votre moi futur a toujours plus d'argent, plus d'énergie et plus de volonté que votre moi présent. C'est du moins l'histoire que nous nous racontons quand nous pensons à notre moi futur. Votre moi futur ne connaît pas l'anxiété et a un seuil de tolérance à la douleur plus élevé que votre moi présent. C'est pour cela que votre moi futur sera certainement la meilleure personne pour faire cette colonoscopie. Votre moi futur est mieux organisé et plus motivé que votre moi présent, il est donc parfaitement logique de laisser votre moi futur s'occuper des choses difficiles.
C'est l'une des erreurs mentales les plus troublantes, mais aussi les plus prévisibles commises par les humains. Nous pensons à notre moi futur comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Nous l'idéalisons souvent et nous nous attendons à ce que notre moi futur fasse ce que notre moi présent n'arrive pas à faire. Parfois, nous le maltraitons en l'affligeant du poids des conséquences des décisions de notre moi présent. Parfois, tout simplement, nous ne le comprenons pas, ne nous rendant pas compte qu'il aura les mêmes pensées et les mêmes sentiments que notre moi présent. Quelle que soit la façon dont nous pensons à notre moi futur, nous nous rendons rarement compte qu'il sera totalement nous. La psychologue Emily Pronin de l'université de Princeton dans le New Jersey a montré que ce défaut d'imagination nous amène à traiter notre moi futur comme s'il s'agissait d'un étranger. Dans ses expériences, elle demande à ses élèves de faire une série de choix qui font intervenir leur self-control. Certains choisissent ce qu'ils ont envie le jour même, tandis que d'autres choisissent pour elles-mêmes dans le futur. D'autres enfin doivent décider ce qu'une tierce personne, le prochain volontaire qui se présentera pour l'expérience, devra faire. Et bien qu'on puisse imaginer que nous formerions naturellement une alliance entre notre moi présent et notre moi futur, il s'avère que nous avons plus tendance à protéger notre moi présent de toute activité trop stressante, mais chargeons notre moi futur comme on chargerait un étranger. Dans une expérience, on a demandé aux étudiants de boire un liquide écœurant fait de ketchup et de sauce soja. Les étudiants devaient choisir quelle quantité de cette boisson ils étaient prêts à boire au nom de la science. Plus ils en buvaient, plus ce serait utile pour les chercheurs. Parfait défi pour le pouvoir de faire. À certains étudiants, on a dit qu'il faudrait boire dans les minutes qui allaient suivre. À d'autres, on a dit que le moment de l'étude où il faudrait boire serait programmé au cours du semestre suivant. Leur moi présent était tiré d'affaire, mais leur moi futur serait celui qui devrait ingurgiter la concoction. D'autres enfin devaient choisir quelle quantité de breuvage au ketchup le prochain participant de l'étude devrait boire. Que feriez-vous ? Que ferait votre moi futur ? Qu'attendriez-vous d'un étranger ? Si vous êtes comme la plupart des gens, votre moi futur a plus d'appétit pour la science et pour la sauce de soja que votre moi présent. Les étudiants ont imposé à leur moi futur et aux participants suivants de boire presque 2 fois plus de ce liquide repoussant, presque une demi-tasse, que ce qu'ils étaient prêts à boire eux-mêmes tout de suite, à savoir 2 cuillères à soupe. Les étudiants ont fait preuve du même parti pris quand on leur a demandé de donner du temps pour une bonne cause. Ils ont inscrit leur moi futur pour 85 minutes de tutorat de camarades au cours du semestre suivant. Ils étaient encore plus généreux avec le temps des autres étudiants, les inscrivant pour 120 minutes de tutorat. Mais quand on leur a demandé de s'engager pour le semestre en cours, leur moi présent n'avait que 27 minutes à accorder à l'activité. Dans une 3e étude, les étudiants avaient le choix entre gagner une petite somme d'argent tout de suite ou une plus grosse somme plus tard. Quand ils ont choisi pour leur moi présent, ils ont opté pour la récompense immédiate. Mais ils pensaient que leur moi futur, et les autres étudiants, pourraient différer la gratification. Avoir autant de considération pour notre moi futur ne poserait pas de problème si nous pouvions réellement compter sur notre moi futur pour se comporter aussi noblement. Mais bien entendu, quand on arrive au futur, notre moi futur idéal a disparu et il ne reste que notre bon vieux moi présent pour prendre toutes les décisions. Même lorsque nous sommes aux prises avec un conflit de self-control, nous avons la folie de croire que notre moi futur ne connaîtra pas les conflits. Le moi futur est toujours repoussé vers le futur, tel un Deus ex machina qui émergera pour nous sauver de notre moi présent à la dernière minute. Nous repoussons ce que nous avons à faire parce que nous sommes toujours dans l'attente de quelqu'un qui arrivera et pour qui cela ne représentera aucun effort. Sous le microscope. Êtes-vous dans l'attente de votre moi futur ? Y a-t-il une tâche ou un changement important que vous repoussez dans l'espoir qu'un vous futur doté de plus de volonté se présentera ? Très optimiste, vous lancez-vous dans de multiples tâches pour finalement vous retrouver submergé par des demandes impossibles à satisfaire. Laissez-vous tomber quelque chose que vous devriez faire aujourd'hui en vous disant que vous serez plus à même de le faire demain. Une personne ayant la phobie des dentistes cesse d'attendre son moi futur qui aimerait les dentistes. Il y avait presque 10 ans que Paul, 45 ans, était allé chez le dentiste pour la dernière fois. Ses gencives étaient sensibles et il avait régulièrement mal aux dents. Sa femme lui répétait sans arrêt d'aller chez le dentiste et il lui répondait qu'il s'en occuperait quand il serait un peu moins pris par son travail. En réalité, il avait peur de ce qu'il allait apprendre à propos de l'état de ses dents et des procédures qu'il aurait dû entreprendre. Quand il a réfléchi au problème du mois futur, Paul a compris qu'il s'était dit qu'il vaincrait un jour sa peur et que ce serait à ce moment-là qu'il prendrait rendez-vous. Mais en regardant de près son comportement réel, il a vu que cela faisait 10 ans qu'il se disait la même chose.
Pendant ce temps-là, ses gencives et ses dents s'étaient certainement détériorées du fait qu'il avait refusé d'aller chez le dentiste. En attendant son vaillant mois futur, il était sûr d'avoir un jour quelque chose dont il aurait de bonnes raisons d'avoir peur. Une fois que Paul a reconnu qu'il n'y avait aucune version de lui qui voudrait un jour aller chez le dentiste, il a décidé de trouver un moyen d'y amener son moi présent malgré sa peur. Un de ses collègues lui a recommandé un dentiste spécialisé dans les patients anxieux et qui proposait même des calmants pour l'examen et le traitement. Auparavant, Paul se serait senti trop gêné d'aller voir ce dentiste, mais il savait que c'était la seule façon pour que son bien réel moi présent s'occupe de la santé de son moi futur.